Alors, je vais passer la parole à Marc Gratton, à présent chef du département solutions au territoire d'Enedis, puisqu'on a bien vu à quel point Enedis était important dans cette histoire. Parfois, on vous interpelle un peu. Hein, votre voisin a parlé comment valoriser la flexibilité, on a bien compris. Donc vous, comment vous accompagnez? N'hésitez pas aussi à avoir un discours de transparence, je pense que c'est important aussi. Merci, merci déjà de m'avoir invité. Je vais essayer d'être aussi concis que possible, en démarrant rapidement juste par une vision globale hein, de l'histoire du photovoltaïque et de sa connexion avec Enedis. Voilà, dans quel contexte on parle. Très rapidement, quelques chiffres aussi pour donner du concret. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres, hein, mais le photovoltaïque sur les 50 gigawatts installés à date, sur l'ensemble des réseaux, ça représente 8,6 gigawatts, dont quasiment 8 gigawatts sont sur le réseau de distribution. Ça veut dire que 90% à peu près du photovoltaïque raccordé sur le réseau, c'est sur le réseau qu'on gère. Qu'on gère sur 95% du territoire, parce qu'Enedis n'est pas le seul à exploiter des réseaux sur le territoire. Mais c'est pour vous donner voilà, l'importance du lien entre le photovoltaïque et le réseau, avec un phénomène qui est en croissance forte. Hein. Vous voyez la pente de la courbe orange à droite du transparent, et on n'en est qu'au début. Hein. Quand on regarde les prévisions de développement du photovoltaïque, on n'en est qu'au début. Donc on est fortement concerné par le développement de cette énergie renouvelable notamment. Alors, comme ça a été dit aussi par les deux élus qui sont intervenus avant moi, hein, cette dynamique, elle est fortement locale. Et elle est portée par des acteurs locaux. Et elle est notamment, nous on le perçoit tous les jours, hein, portée par des collectivités, que ce soit dans leur rôle d'aménageur, que ce soit aussi dans leur rôle d'accompagnateur de projets émergents, comme ceux de l'autoconsommation. Je reviendrai plus précisément sur l'autoconsommation, mais si on devait un petit peu résumer les interpellations et les attentes qui nous sont adressées pour justement pouvoir avancer dans cette dynamique, c'est donner-nous de la visibilité, première chose, parce qu'avoir de la visibilité, ça permet de faire les meilleurs choix possibles. C'est permettez-nous d'aller plus vite. Oui, évidemment. Vous l'entendez, il y en a même certains qui bousculent, hein, oui, qui vous bousculent. Hein, oui, alors, dire le contraire. Encore une fois, alors, par contre, je le rappelle aussi, hein, on ne peut pas endosser l'ensemble du contexte, évidemment. Non, je sais. Du contexte réglementaire, dont on parlera peut-être aussi sûr, un peu plus après, et du contexte juridique, de la complexité, etc. Par contre, on l'entend hein, quand on discute avec les porteurs de projets. Vous êtes en interface. On l'entend, on est en interface, clairement. Gagner du temps et puis essayer de faire que tout ça soit dans la mesure possible à coût optimisé. Donc ce que nous on développe, et encore une fois on est dans une logique aussi, comme ça a été dit, hein, d'apprentissage, d'expérimentation. On n'attend pas forcément que le cadre réglementaire soit totalement en place pour faire des tests, des pilotes, des expérimentations. Donc on est aussi dans cette logique-là. Quelques exemples rapidement. En attendant l'apparition d'un décret qu'on espère arriver d'ici le mois de décembre, Enedis expérimente des offres de raccordement qu'on appelle intelligentes, qu'on pourrait appeler innovantes. Bon, là, le terme, il n'y a pas de copyright, pour permettre à des producteurs qui, si ils se raccordaient pour injecter toute la puissance de leur parc, auraient un coût je dirais je dis n'importe quoi, un coût de 100 et tant de délais de travaux parce qu'il va falloir faire des renforcements sur le réseau pour leur permettre d'injecter les 100. On regarde avec eux si par hasard, en injectant 90 la plupart du temps, on ne peut pas gagner 30% sur le coût de raccordement parce qu'il y a beaucoup moins de travaux de renforcement à faire et des mois de travaux. Donc, et quand ce ratio est intéressant, là, on signe une convention et on y va. On a donc une puissance garantie d'injection qui va être un petit peu inférieure à la capacité. Par contre, il y aura des périodes où il sera possible d'injecter la puissance maximale. Donc c'est vraiment un arrangement gagnant-gagnant entre le producteur et Enedis qui permet d'aller plus vite et de gagner en coût de raccordement. On a aujourd'hui des expérimentations qui montrent que ça fonctionne hein, pour plusieurs installations de production. Alors on est plutôt sur des grandes tailles et on attend que le cadre réglementaire soit posé pour pouvoir y aller. Nous on est prêts.
Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple sur la visibilité, c'est la mise à disposition d'outils, alors qui sont notamment utilisés par les collectivités, pour pouvoir faire des tests de raccordement, faire des simulations, et voir en fonction des emplacements est-ce que ça va occasionner ou non un impact réseau, est-ce qu'il va derrière falloir faire une extension de réseau, renforcer, changer un poste, un transfo, etc. Et donc ça permet aussi de donner de la visibilité sur l'impact et donc sur, quand on va rentrer dans le processus de raccordement, le coût associé. Donc on a un outil en ligne aujourd'hui qui permet de faire ce genre de simulation sur des zones d'une certaine taille. On peut aussi apporter des accompagnements plus personnalisés si on est sur des zones de taille plus importante. Alors si je vous écoute bien, en fait, souvent technologiquement vous êtes prêt, mais vous attendez parfois certains textes pour pouvoir avancer. Voilà, on a une certaine latitude pour expérimenter. Alors on est comme chacun a son organisme de contrôle. Nous, c'est la commission de régulation de l'énergie, à qui on rend des comptes, à qui on explique qu'on a expérimenté, qu'on est en cours d'expérimentation d'un certain nombre de choses, et qui nous permet, dans une certaine latitude, de mener ces expérimentations en attendant que les textes sortent. Mais voilà, on attend que les textes sortent pour pouvoir généraliser. Plus précisément, sur les sujets le sujet de l'autoconsommation, de son développement et de notre accompagnement. Pareil, quelques chiffres concrets. Malonnet fait partie des pionniers, des premiers. On le voit en haut, c'est là-bas, en vert, on le voit en haut sur la carte. On a aujourd'hui 16 opérations en service. Il y a 2 ans, il n'y en avait aucune. Donc c'est malgré tout. Ça veut dire de toute façon, il y en a 16, il n'y en a pas au-delà de ça, il y en a 16 en France. Il y en a 16 aujourd'hui. J'imagine que vous êtes associé à chacun de ces projets d'autoconsommation. Voilà. Il y en a 16 qui tournent aujourd'hui en France. Il y en a, à notre connaissance, dans les cartons et pour lesquels il y a des discussions en cours, une centaine. C'est plutôt des opérations aujourd'hui de petite taille. Et environ la moitié de ces opérations sont portées par des collectivités ou par des acteurs publics. Donc ça donne aussi une idée du contexte par rapport à la question aussi du modèle financier, etc. Aujourd'hui, sur la bonne moitié des cas, ce sont des acteurs publics qui portent. Et le rôle qu'on joue nous, il y a une première chose, c'est de faire en sorte que ce soit aussi transparent que possible. Alors je rappelle qu'Enedis est en train de déployer un petit compteur vert un peu partout qui a comme caractéristique, voilà exactement, qui a comme caractéristique de pouvoir collecter des données à des pas de temps qui permettent justement de gérer tous les flux de ce type d'opération. Je fais tomber tous mes papiers, c'est pas grave. Tous les flux de ce type d'opération, parce que comme ça a été dit, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont concernés. Il y a le porteur du projet, la fameuse PMO qui est obligatoire dans le dispositif, qui a besoin d'un certain nombre d'informations de notre part pour savoir comment est répartie l'énergie qui est produite. Il y a les fournisseurs classiques de chaque consommateur qui est rentré dans une opération d'autoconsommation collective. Du coup, son fournisseur va lui fournir moins d'énergie, puisqu'une partie de son énergie viendra des panneaux solaires, donc il faut la déduire, il faut que le fournisseur ait l'information. Donc on gère, nous, une douzaine de flux qu'on adresse régulièrement à tous les acteurs pour que chacun puisse faire son boulot. Donc ce petit compteur vert permet de le faire parce qu'il va compter aussi bien l'énergie consommée que l'énergie produite. Donc ça, c'est ce qui... alors, je ne veux pas dire que le système d'autoconsommation, c'est du plug and play, vu les différentes contraintes, etc. Mais techniquement, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ce soit autant que possible du plug and play et que chacun ait les informations fiables pour pouvoir faire son boulot. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on va continuer à faire à chaque fois qu'une opération va se présenter. On a des opérations de taille un peu plus importante qui sont dans les cartons. On a des opérations qui attendent pour démarrer que les différents textes sur l'élargissement de la maille sortent. Donc ça, on est en discussion avec des acteurs qui ont ce type de projet dans les cartons et qui attendent. Voilà, nous, notre rôle là-dedans, pour ce qui concerne l'autoconsommation, c'est de gérer de façon sécurisée, tracée, l'ensemble des flux concernés pour que ça puisse se faire en toute sécurité sur le réseau, parce que comme ça a été dit, le réseau c'est une sécurité, et que ça puisse se faire quelle que soit la taille de l'opération et quelles que soient les évolutions que les acteurs attendent. Alors finalement,